à 4900 mètres au-dessus du niveau de la mer, avec des températures atteignant moins 40 degrés Celsius et un taux d'oxygène de seulement 60% de celui du niveau de la mer, cet endroit semble inhabitable. Ce n'est pas Mars, c'est le Tibet, où les êtres humains ont vécu et bâti une civilisation malgré les conditions extrêmes imposées par la nature. Aujourd'hui, vous entrez dans une terre où les règles conventionnelles sont bouleversées. Des frères partagent une seule épouse pour survivre, les corps sont offerts aux vautours comme dernier cadeau à la nature, et l'eau issue de cette région fait vivre 3,6 milliards de personnes à travers le monde. Ce n'est pas seulement une histoire de géographie ou de culture. C'est une histoire sur les limites de l'humanité et sur la manière dont elles sont dépassées. Numéro 1. Tibet. Le plateau qui contrôle toute l'Asie. Le Tibet est souvent appelé le toit du monde. Pourtant, même ce titre ne suffit pas à exprimer l'immensité de cette terre qui s'élève sur le plus vaste plateau de la planète. Si l'on considère l'ensemble du plateau tibétain et non une seule région autonome, on découvre un gigantesque ensemble géographique d'environ 2 500 000 km². 4 fois la taille de la France et presque aussi vaste que toute l'Europe de l'Ouest, s'étendant sur 2500 km d'est en ouest et sur plus de 1000 km du nord au sud, ce n'est pas une seule chaîne de montagnes, mais un véritable continent perché dans le ciel, se dressant entre 4500 et près de 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer. La majorité du plateau s'élève plus haut que les plus hauts sommets de nombreux pays. Ici, l'air devient extrêmement rare et l'oxygène chute à environ 60% des niveaux du niveau de la mer, soit environ 11,2% d'oxygène inhalé au lieu de 20,9%. Pour les voyageurs venus d'Europe ou d'Amérique du Nord, cela signifie une perte immédiate de près de 40% d'oxygène réellement utilisable. Maux de tête, nausées, battements de cœur accélérés et insomnie sont fréquents. Et pourtant, le contraste est saisissant. Le Tibet possède aussi l'un des airs les plus purs et l'une des plus grandes visibilités au monde, avec des ciels d'un bleu profond presque irréel et des horizons qui s'étirent sur des centaines de kilomètres. Au-delà de l'endurance humaine, le plateau joue un rôle planétaire. Souvent appelé le troisième pôle de la Terre, il abrite plus de 46 000 glaciers couvrant environ 105 000 km², les plus grandes réserves de glace en dehors de l'Arctique et de l'Antarctique. Cet immense stock gelé fait du Tibet le château d'eau de l'Asie. De ces hauteurs naissent au moins 10 à 12 grands fleuves, dont le Yangtze, le fleuve Jaune, le Mékong, le Gange, le Brahmapoutre et l'Indus. Ensemble, ils fournissent de l'eau douce à environ 1,9 milliard de personnes, soit près de la moitié de la population mondiale. La Chine, à elle seule, reçoit environ 30% de son eau douce de rivières qui prennent naissance ici. Fait remarquable, 10 de ces fleuves s'étendent sur plus de 1600 km, soulignant l'influence du Tibet à l'échelle d'un continent. Numéro 2. Les secrets évolutifs du peuple tibétain. Lorsque l'on monte en altitude, le corps réagit généralement en produisant davantage de globules rouges pour compenser le manque d'oxygène. Mais cette réponse d'urgence a un coût. Le sang s'épaissit, le cœur est davantage sollicité et les risques de caillots, d'hypertension pulmonaire et d'accident vasculaire cérébral augmentent fortement. Pourtant, au lieu d'augmenter l'hémoglobine, les Tibétains maintiennent des niveaux plus bas que la plupart des groupes vivant à des altitudes similaires, tout en faisant circuler suffisamment d'oxygène dans l'organisme. D'un point de vue médical, cela semble contre-intuitif. En réalité, c'est le cœur même de leur avantage. Un sang plus fluide soulage le cœur, réduit le risque de coagulation et soutient une circulation stable tout au long d'une vie passée dans un manque chronique d'oxygène. Ce n'est pas une adaptation temporaire, mais ce que les scientifiques décrivent comme le cas le plus rapide jamais documenté d'adaptation évolutive humaine. Les études génétiques montrent qu'après leur divergence avec les Han chinois, les ancêtres des Tibétains ont subi une sélection naturelle intense, en l'espace d'environ 3000 ans. Durant cette période, la fréquence du gène EPS1, essentiel à la régulation de la réponse à l'oxygène, est passée d'environ 9% chez les Han à près de 87% chez les Tibétains. Peu de transformations génétiques dans l'histoire humaine se sont produites aussi vite et de manière aussi complète. La conclusion est sans détour.
Beaucoup d'individus n'ont pas réussi à s'adapter aux conditions du plateau, tandis que ceux qui possédaient la variante optimale ont survécu et l'ont transmise, et cet avantage apparaît dès la naissance. Les nourrissons tibétains, nés autour de 3600 mètres, présentent une saturation en oxygène plus élevée que les nourrissons Han à la même altitude. Un avantage qui se maintient durant les 4 premiers mois de vie, la période la plus risquée pour survivre en haute altitude. Plus révélateur encore, les femmes tibétaines porteuses de la variante la plus puissante connaissent une mortalité infantile bien plus faible. Elles perdent environ 0,48 enfants contre 2,53 chez les femmes dont les gènes sont moins adaptés. Cet écart reflète une distribution de l'oxygène plus efficace pendant la grossesse et non un simple hasard. D'un point de vue médical, le cas tibétain est presque sans précédent. Sans technologie, sans oxygène supplémentaire, ni médicaments spécialisés, les Tibétains vivent en bonne santé à des altitudes où les avions de ligne doivent pressuriser leurs cabines simplement pour maintenir les passagers conscients. Leur biologie a, en quelque sorte, redéfini les limites de la physiologie humaine. Numéro 3. Les merveilles biologiques du Tibet. Dans un monde où le niveau d'oxygène n'atteint qu'environ 60% de celui du niveau de la mer, chaque espèce survivante doit être reconstruite biologiquement, de l'intérieur. Le yak, symbole durable du Tibet, en est un exemple puissant. Comparé aux bovins ordinaires, les yaks possèdent des cœurs et des poumons bien plus grands, ainsi que 14 à 15 paires de côtes, davantage que la plupart des animaux d'élevage. Cette cage thoracique élargie forme une immense cavité thoracique qui optimise la respiration, transformant le yak en véritable moteur biologique, conçu pour vivre au-dessus de 4000 mètres. L'antilope tibétaine, ou Shiru, est célèbre non seulement pour sa fourrure délicate, mais aussi pour l'une des migrations les plus éprouvantes de la planète. Chaque année, les Shirus parcourent environ 350 km, des pâturages divers, jusqu'à des zones de reproduction isolées sur le plateau. Un périple comparable à la grande migration des Gnus en Afrique. En 2020, des chercheurs ont enregistré un troupeau de plus de 60 000 individus, le plus important depuis près d'une décennie, signalant un rare rebond après des années de braconnage intense. Au sommet de cette chaîne alimentaire d'altitude se tient la panthère des neiges, le grand félin, le plus insaisissable de la planète. La seule région de Zhejiang serait capable de soutenir environ 1000 individus, représentant environ 11 à 21% de la population mondiale. Avec une densité d'environ 0,9 félins pour 100 km², la région est largement considérée comme le refuge le plus crucial pour l'espèce. La Chine abrite désormais environ 60% de l'habitat mondial de la panthère des neiges, faisant du Tibet une pièce essentielle pour l'avenir de ce prédateur emblématique. Pendant des millénaires, les communautés nomades ont sélectionné et élevé le dog tibétain, donnant naissance à l'une des races de chiens les plus redoutables jamais façonnées par l'être humain. Sa stature massive, son épaisse double fourrure et son tempérament farouchement territorial lui permettent d'affronter des loups et même des ours à travers le plateau glacé. Les recherches montrent aussi que les dogs tibétains se sont croisés avec des loups gris tibétains il y a environ 24 000 ans, héritant d'une variante du gène EPS1, la même adaptation à la haute altitude que l'on retrouve chez les Tibétains et associée aux anciens Denisoviens. Cet héritage génétique permet aux dogs de fonctionner normalement à plus de 4000 mètres, là où la plupart des races de chiens ne peuvent pas survivre. Numéro 4. D'étranges coutumes matrimoniales. L'une des structures sociales les plus surprenantes au Tibet est la polyandrie, un système dans lequel une femme épouse plusieurs frères en même temps. Pour les étrangers, cela peut sembler inhabituel. Mais dans l'univers tibétain, c'est le résultat de siècles d'adaptation pragmatique. Dans un environnement où chaque mètre carré de terre compte pour survivre, diviser la propriété entre héritiers devient économiquement fatal. Si chaque fils se mariait séparément, les terres agricoles se morcelleraient si vite qu'aucun foyer ne pourrait se maintenir. La polyandrie est apparue comme un mécanisme de stabilité. Les frères partagent une seule épouse, cultivent la même parcelle et préservent la taille du foyer au fil des générations. Ce n'est ni symbolique ni spirituel. C'est une stratégie stricte de gestion des ressources, façonnée par des conditions extrêmes.
Des études de terrain montrent à quel point cette pratique était autrefois répandue. En 2008, certains villages isolés du comté de Nyareksung, dans la région de Zigazi, ont rapporté que jusqu'à 90% des foyers pratiquaient la polyandrie. Plus tôt, une enquête, menée en 1988 par l'Université du Tibet, a révélé que 13,3% des foyers locaux étaient polyandres. Plus tard, des recherches à Shamdo ont enregistré que 20 à 50% des familles suivaient encore cette pratique en 2008. Un taux même plus élevé qu'avant 1950. Cela indique que la polyandrie ne s'est pas éteinte avec la modernisation, mais qu'elle a fortement ressurgi après les années 1980, même si elle avait été interdite pendant la Révolution culturelle. Ce qui surprenait encore davantage les anthropologues occidentaux, c'était sa fonction de contrôle naturel de la population, ne nécessitant ni politique ni mesure de coercition. Les recherches montrent que la polyandrie conduit à environ 31% des femmes en âge de procréer ne participant pas pleinement aux naissances. Si ces femmes se mariaient de manière monogame et avaient les 3,3 enfants typiques, la population tibétaine augmenterait fortement, bien au-delà de ce que le plateau pourrait soutenir. Même l'organisation de la vie sexuelle suit une logique de survie plutôt que des idéaux moraux. Dans des communautés où les hommes voyagent fréquemment pour l'élevage ou le commerce, la rotation naturelle entre frères maintient la stabilité du mariage, sans honte sociale. Le partage n'est pas considéré comme impropre, il est perçu comme une responsabilité familiale équitable. Au cœur du système, il n'y a pas l'exclusivité, mais la coopération et l'égalité. Numéro 5. La coutume funéraire la plus étrange du monde. L'enterrement céleste provient directement du bouddhisme tibétain, qui considère le corps comme un simple réceptacle temporaire de la conscience. Une fois la vie par-ci, le corps n'est plus sacré, et s'y attacher serait perçu comme un obstacle au passage de l'âme à travers l'état intermédiaire qui suit la mort. Ce rituel est accompli par les Rogyapa, littéralement les briseurs de corps. Ce rôle ne s'improvise pas. Il se transmet au sein des familles avec un savoir rituel, une connaissance approfondie de l'anatomie et une formation spirituelle cultivée dès l'enfance. Leur méthode choque souvent les observateurs européens et américains. Le corps du défunt est découpé à l'aide de haches et de masses, et la chair est séparée des os. Ensuite, les os et la chair sont broyés puis mélangés à de la tsampa, de la farine d'orge grillée, afin de créer une préparation destinée au vautour. Ce qui trouble le plus les étrangers n'est pas tant l'acte lui-même que l'attitude des Rogyapa. Les témoins notent souvent qu'ils parlent calmement, parfois même avec légèreté, sans le chagrin ni la solennité attendue dans les traditions funéraires occidentales. Selon le bouddhisme tibétain, ce calme est volontaire. Une tristesse excessive peut retenir l'âme dans un état de limbe, rendant la réincarnation difficile. La sérénité est censée aider le défunt à poursuivre pleinement son chemin. Contrairement aux idées reçues, l'enterrement céleste n'est pas rare. Il s'agit de la méthode funéraire la plus courante, en particulier parmi les Tibétains ordinaires. Les anthropologues estiment qu'environ 80% des Tibétains ont connu cette forme de sépulture. Et les raisons ne sont pas uniquement religieuses, mais aussi profondément pratiques. Le sol et la roche du plateau sont presque aussi durs que le béton, rendant les tombes quasiment impossibles à creuser. Le bois est rare, ce qui rend la crémation coûteuse. Les rivières restent gelées une grande partie de l'année, rendant l'inhumation aquatique impraticable. L'enterrement céleste est ainsi devenu la seule solution, en accord à la fois avec la philosophie bouddhiste et la dure réalité du plateau. C'est également un rituel strictement interdit aux touristes. Les étrangers ne peuvent ni observer, ni photographier, ni s'en approcher. Il ne s'agit pas de secret, mais de respect. Les Tibétains estiment que la mort ne doit jamais être transformée en spectacle, mais honorée comme un moment sacré et intime partagé entre la communauté et le défunt. Numéro 6. Là où les fruits sont aussi précieux que l'or. L'un des exemples les plus fascinants est la pomme tibétaine, diamant noir. Ce fruit ne pousse que dans la région de Ningxi, à des altitudes comprises entre 2700 et 3600 mètres, où les nuits descendent souvent en dessous de 0 degrés Celsius, tandis que l'ensoleillement diurne est exceptionnellement intense. Sa peau devient d'un violet profond, presque noir, non pas par modification génétique,
mais parce que le fort rayonnement ultraviolet pousse l'arbre à produire des niveaux inhabituellement élevés d'anthocyanes. Ces antioxydants ne sont présents qu'en faible quantité dans les pommes ordinaires. Pourtant, ce qui étonne le plus les consommateurs occidentaux n'est pas seulement la couleur. Un pommier diamant noir peut mettre jusqu'à 8 ans avant de produire des fruits, soit 2 fois plus longtemps que les variétés courantes en Europe ou en Amérique du Nord. Durant ces années, l'arbre subit le gel nocturne, des vents violents et des variations extrêmes de température. En conséquence, les rendements restent très faibles, rendant la production à grande échelle presque impossible. Cette rareté explique pourquoi chaque pomme peut se vendre environ 7,20 $, soit à peu près le prix d'une caisse entière de pommes ordinaires dans un supermarché des États-Unis. Le Cordyceps sinensis, un champignon parasite rare, pousse à partir des restes de larves de papillons entre 3000 et 5000 mètres d'altitude sur le plateau tibétain. Ce processus ne peut pas être entièrement reproduit artificiellement, car il dépend de conditions climatiques fragiles, de la végétation et des écosystèmes. En 2018, le Cordyceps de la plus haute qualité a atteint près de 104 000 $ par kilo, plus de 50 fois le prix de l'or à cette époque. Ces dernières années, son prix sur les marchés asiatiques est resté supérieur à 100 000 $ en raison de la surexploitation et de la diminution des ressources. Mais tous les produits agricoles tibétains ne sont pas liés au marché du luxe. L'orge des hautes terres illustre comment une plante simple a transformé l'histoire humaine. Il y a environ 3600 ans, l'orge est devenue la première culture permettant aux humains de s'installer durablement sur le plateau tibétain. Alors que des céréales comme le millet ne supportent qu'environ 3200 mètres d'altitude, l'orge a développé une résistance exceptionnelle au froid, à la sécheresse et au manque d'oxygène grâce à des expansions uniques de groupes de gènes liés à la réponse au stress et à la régulation de la croissance. Numéro 7. L'Empire tibétain effacé de l'histoire. L'histoire du Tibet ne commence pas par des documents clairement établis, mais par le silence. Avant l'arrivée du bouddhisme, la région était façonnée par la religion Bon et par l'ancienne culture de Zhangjiang, une civilisation précoce qui a presque disparu des archives historiques officielles. Ce qui subsiste aujourd'hui provient surtout de traditions orales et d'écrits bouddhiques plus tardifs, faisant des débuts du Tibet l'un des plus mystérieux d'Asie. Ce que beaucoup de gens en Occident apprennent rarement, c'est que le Tibet a autrefois été une puissance militaire redoutable. Entre le 7e et le 9e siècle, l'Empire tibétain s'étendait du Pakistan et de l'Inde actuelle, à travers l'Asie centrale, jusqu'au Sichuan et au Gansu d'aujourd'hui. En 763, les forces tibétaines capturèrent Chang'an, capitale de la dynastie Tang, installèrent un dirigeant fantoche et tinrent la ville pendant 15 jours. Pendant des décennies, le Tibet contrôla des routes vitales de la route de la soie, tandis que le royaume de Nanzhao, au Yunnan, servait de vassal. Ce n'était pas une culture isolée, mais une puissance régionale capable de défier la Chine par la force. Le XXe siècle apporta un renversement total. Bien que le Tibet ait déclaré son indépendance au début du siècle, il ne parvint pas à obtenir une large reconnaissance internationale. En 1950, la République populaire de Chine entra au Tibet. Ce qui suivit ne fut pas seulement une transformation politique, mais une rupture civilisationnelle. Le gouvernement tibétain en exil estime que, de 1949 à 1979, environ 1 200 000 Tibétains, soit environ un sixième de la population, sont morts de causes non naturelles. Des rapports décrivent des exécutions de masse, des morts dues à la torture et à l'emprisonnement, ainsi que des famines liées à des politiques coercitives. En 1960, la Commission internationale de juristes conclut que ces actes présentaient des caractéristiques de génocide. La destruction culturelle se produisit en parallèle des pertes humaines. Plus de 6000 monastères furent détruits et des millions d'écritures sacrées furent brûlées. La population monastique, autrefois composée de plus de 114 000 moines et nonnes avant 1959, tomba à moins de 1000 survivants après la révolution culturelle. Une culture affinée au fil des siècles fut presque effacée en une seule génération. Depuis 2009, la résistance a pris une forme tragique. Plus de 157 Tibétains se sont immolés par le feu en signe de protestation, le plus jeune n'ayant que 15 ans.
Ce n'étaient pas des combattants, mais des étudiants, des enseignants, des éleveurs, des gens ordinaires qui pensaient que c'était le dernier moyen pour que leur voix soit entendue. Numéro 8. La source d'eau de la moitié du monde. Le plateau tibétain est considéré par les scientifiques comme la troisième plus grande réserve de glace de la Terre, après l'Arctique et l'Antarctique. Il abrite environ 46 000 glaciers, soit environ 14,5% de la masse totale de glace de la planète. À des altitudes moyennes supérieures à 4500 mètres, la glace et la neige font bien plus que façonner le relief. Elle fonctionne comme un immense réservoir naturel, libérant de l'eau douce selon des rythmes saisonniers. C'est pourquoi le Tibet est souvent appelé la tour d'eau de l'Asie. De ce plateau prennent naissance de nombreux grands fleuves d'Asie, notamment le Yangtze, le fleuve Jaune, l'Indus, le Mekong, le Brahmapoutre, la Salween et l'Irrawaddy. Ces fleuves ne font pas que creuser des paysages, ils soutiennent l'agriculture, l'industrie et les systèmes alimentaires de plusieurs nations. Plus d'1,4 milliard de personnes, soit près d'un cinquième de la population mondiale, dépendent directement de l'eau qui prend sa source au Tibet. En comptant les dépendances indirectes, ce chiffre pourrait atteindre 47% de l'humanité. Chaque année, environ 718 milliards de mètres cubes d'eau de surface s'écoulent du plateau tibétain vers les régions en aval. En Europe ou en Amérique du Nord, cela équivaudrait au débit combiné de plusieurs grands systèmes fluviaux. Le Tibet agit donc comme une immense vanne d'eau pour l'Asie, où le moindre changement en amont peut déclencher de lourdes conséquences en aval. Au-delà des glaciers, les lacs d'altitude du plateau sont essentiels à la régulation régionale. Le lac Nam Tso, situé à environ 4500 mètres au-dessus du niveau de la mer, compte parmi les lacs d'eau salée les plus élevés de la planète. Ces lacs influencent la circulation atmosphérique, les régimes de précipitation et le comportement de la mousson, servant à la fois de stockage d'eau et de capteur climatique naturel pour une grande partie de l'Asie. Pourtant, ce système délicat se déstabilise rapidement. Depuis les années 1950, les glaciers tibétains reculent en moyenne de 247 km² par an, plus vite que dans la plupart des régions du monde. Jusqu'à présent, environ 7600 km² de glace, soit environ 18% de la superficie glaciaire d'origine, ont complètement disparu. En 6 décennies, la couverture glaciaire totale a diminué de 26%, et plus de 7000 glaciers plus petits se sont entièrement évanouis. Numéro 9. Quand un drapeau devient un crime. Peu de gens en Occident réalisent que le drapeau tibétain n'est pas un symbole moderne. Ses origines remontent au 7e siècle, à l'époque de l'Empire tibétain sous le roi Songtsen Gampo, lorsque le Tibet était suffisamment puissant pour capturer Chang'an, capitale de la dynastie Tang. Déjà alors, le lion des neiges apparaissait sur les bannières militaires, représentant la force et l'autorité sur les hauts plateaux. La version moderne a été standardisée en 1912, après la déclaration d'indépendance du Tibet, sous l'impulsion directe du 13e Dalai Lama, comme emblème national complet. Au centre du drapeau se tiennent 2 lions des neiges se faisant face, une image politique plutôt qu'un simple ornement. Ils représentent les 2 régions historiques du Tibet, l'Utsang au Caire et le Kamamdo à l'est. Entre eux brûle un joyau en flammes, symbole de l'harmonie entre la prospérité matérielle et la sagesse spirituelle, une valeur fondamentale du bouddhisme tibétain, où le pouvoir, sans discernement, est considéré comme vide. Au-dessus d'eux s'élève un soleil radieux, projetant des rayons bleus qui symbolisent les 10 directions du bouddhisme. Un signe de liberté universelle et d'éveil. Derrière lui, 6 bandes rouges et 6 bandes bleues représentent les 6 tribus tibétaines originelles, tandis que la bande blanche signifie les montagnes sacrées et neigées, qui ancrent la civilisation tibétaine, physiquement et spirituellement. La bordure dorée, longtemps associée à la diffusion des enseignements bouddhistes, a pris aujourd'hui un sens plus sombre. Elle suggère une frontière désormais étroitement fermée. Ces couches de signification ont transformé le drapeau tibétain en objet d'interdiction absolue. En Chine, le fait de posséder, d'exposer ou même de partager le drapeau en ligne peut entraîner des peines de prison de 3 à 15 ans. L'application de ces mesures s'étend au-delà du Tibet lui-même. Les visiteurs étrangers peuvent se faire fouiller leur téléphone
et le simple fait de transporter une image du Dalai Lama ou du drapeau tibétain peut conduire à une détention immédiate ou à une expulsion. Dans ces conditions, le drapeau n'est pas seulement interdit sur les toits. Il est effacé de manière systématique de l'espace numérique, des effets personnels et de la mémoire publique. Numéro 10. L'astrologie est bien plus qu'une simple croyance. Dans la société tibétaine, l'astrologie n'est pas une croyance périphérique, mais un système d'exploitation invisible qui guide la vie, autant personnelle que collective. Connue sous le nom de Tassei, cette tradition ancienne a évolué aux côtés du bouddhisme tibétain et de la médecine, survivant pendant des milliers d'années sans être remplacée par des cadres scientifiques de style occidental. Dès la naissance d'un enfant, un thème astrologique individuel est calculé jusqu'à la minute exacte. Ce thème n'est pas un divertissement symbolique. Il sert de plan de vie, consulté pour le mariage, les affaires, les longs voyages, la construction d'une maison et même le choix du moment pour un traitement médical. Dans de nombreuses communautés tibétaines, un mariage est abandonné sans hésitation si deux thèmes montrent une profonde incompatibilité. Sur la base de l'idée qu'un déséquilibre cosmique peut provoquer la maladie, la pauvreté ou l'effondrement de toute une lignée familiale. Les chercheurs occidentaux ont longtemps été frappés par la manière dont l'astrologie tibétaine s'intègre directement à la médecine tibétaine, ou Sowa Rigpa, une tradition de guérison vieille de plus de 2500 ans, antérieure à de nombreux grands systèmes médicaux d'Asie. Dans le Sowa Rigpa, le corps humain est considéré comme un microcosme de l'univers, reflétant les mouvements planétaires. On croit que le Soleil, la Lune et les étoiles influencent directement les organes, les émotions et les énergies vitales. Avant de prescrire un traitement ou de réaliser des procédures médicales, les médecins tibétains calculent traditionnellement les positions des planètes. Certains jours sont totalement interdits pour les interventions sur les yeux si le Soleil ou la Lune occupent une position défavorable. Mars est associé au sang, Mercure au cerveau et au système nerveux. Même si cette vision du monde peut sembler non scientifique pour la médecine occidentale, ce qui frappe, c'est qu'elle fonctionne sans interruption depuis des siècles, dans un environnement extrême avec peu de technologie, tout en soutenant des communautés connues pour une longévité étonnante. Les techniques diagnostiques tibétaines ont également étonné des médecins occidentaux. À partir de la seule urine du petit matin, les praticiens peuvent identifier plus de 100 affections grâce à la couleur, l'odeur, les bulles, le sédiment et la viscosité. Une autre technique essentielle est le diagnostic par le pouce, effectué avec 3 doigts, grâce auquel des médecins formés distinguent jusqu'à 360 schémas de pouls, chacun correspondant à un état physique ou pathologique précis. Les textes médicaux classiques décrivent même la possibilité de détecter une grossesse dès 2 semaines après la conception, uniquement grâce à la lecture du pouls. Une affirmation qui continue de bousculer les idées reçues modernes. Numéro 11. Le nouvel an tibétain ne suit pas une horloge. Dans la vie tibétaine, le temps ne suit pas une horloge mécanique, mais le rythme de la lune, des cycles rituels et de la mémoire collective. Le calendrier lunaire tibétain est bien plus qu'un moyen de marquer les dates. C'est un cadre spirituel qui façonne l'agriculture, la médecine, le mariage et les cérémonies les plus importantes de l'année. En son cœur se trouve Losar, le nouvel an tibétain, où l'art, la foi et la communauté se mêlent d'une manière qui étonne de nombreux visiteurs occidentaux. Contrairement au calendrier grégorien, si familier, le calendrier tibétain compte parmi les plus complexes au monde. Il se base sur les phases de la Lune, mais il est constamment ajusté pour s'aligner sur l'année solaire. Résultat, certaines années comptent 13 mois, et les mois intercalaires portent le même nom que le mois qui suit. Ce qui signifie qu'une même année peut inclure 2 mois de mai. À cause de ce système, Losar peut tomber n'importe quand, de la fin de janvier au début de mars dans le calendrier grégorien. Cette structure a été perfectionnée au fil des siècles par des mathématiciens tibétains dotés d'un remarquable talent astronomique, reflétant leur croyance en l'harmonie cosmique. Losar n'est pas seulement une célébration du Nouvel An, c'est un rituel de restauration de l'ordre, où l'ancien doit être purifié pour accueillir le nouveau. Le jour le plus important avant Losar est Gutur, le 29e jour du 12e mois lunaire, consacré à chasser la malchance. Ce soir-là, les familles mangent le gutuk, une soupe de nouilles composée de 9 ingrédients.
À l'intérieur de boulettes de pâte se cachent des objets symboliques. Du charbon, du piment, du sel, de la laine ou des haricots blancs. Celui ou celle qui en reçoit un est gentiment taquiné selon sa signification. Une façon douce et collective de reconnaître les petits défauts et de les laisser derrière soi. La soupe restante est ensuite versée sur une effigie en pâte représentant le mal, portée à un carrefour et brûlée, sans se retourner, afin que la malchance ne puisse pas suivre. Quand la nouvelle année commence, l'Ozar se déploie sur 15 jours, et le premier est le plus sacré. Les monastères organisent de grands rituels de prière, tandis que les familles nettoient et décorent leurs maisons et accrochent de nouveaux drapeaux de prière, envoyant leurs vœux dans le vent des hauts plateaux. Pour les Tibétains, purifier la maison, c'est purifier le karma, et la réunion familiale est la base même de la bénédiction. Numéro 12. Les Drokpa, des nomades qui tiennent le Tibet uni. Les Drokpa, souvent appelés nomades tibétains, forment une partie essentielle de la structure sociale et culturelle du Tibet. Leur mode de vie a évolué au cours de milliers d'années d'adaptation au plateau tibétain, l'un des environnements les plus rudes de la planète, où les altitudes dépassent fréquemment 4500 mètres. Dans ces conditions, les Drokpa ont développé un système de vie profondément lié à la terre et à leurs animaux. Leur économie dépend des yaks, des moutons et des chèvres, des espèces résistantes au froid, à l'air raréfié et aux terrains accidentés, où peu d'autres animaux d'élevage peuvent survivre. Le rythme nomade des Drokpa suit les cycles de migration saisonnière, permettant à leurs troupeaux d'atteindre les meilleurs pâturages et les meilleures sources d'eau tout au long de l'année. Leurs habitations traditionnelles sont des tentes noires en laine de yak, des matériaux naturellement résistants aux vents violents, excellents pour conserver la chaleur et robustes face aux variations extrêmes de température. Ces tentes ne servent pas seulement d'abri, ce sont aussi des maisons mobiles, parfaitement adaptées à une vie en mouvement constant. Au quotidien, dans les communautés nomades et de tissage, les femmes s'occupent de tâches comme la fabrication de tapis, la production de beurre et la transformation des produits laitiers, tandis que les hommes veillent sur les troupeaux et les gèrent. En automne, les familles Drokpa se rendent au marché ou au point d'échange pour acheter et vendre du bétail, l'échangeant contre la nourriture et les provisions nécessaires pour le long hiver. Les chevaux occupent un statut particulier dans la société Drokpa, non seulement comme moyen de transport, mais aussi comme symbole de savoir-faire et de prestige. Les festivals mettent souvent à l'honneur des courses de chevaux et des compétitions équestres, où l'art de monter est fièrement démontré et transmis comme un pilier de l'identité culturelle. Numéro 13. Les agriculteurs tibétains. Dans les vallées tranquilles et les plaines de basse altitude du Tibet vit une communauté différente des nomades des hautes terres. Les agriculteurs tibétains. Ils restent étroitement liés à la terre et au cycle naturel, préservant des traditions agricoles transmises de génération en génération. Leur agriculture s'organise autour de cultures essentielles, comme l'orge, le blé et d'autres céréales, qui possèdent une valeur culturelle et nutritive indispensable. La vie paysanne suit un calendrier saisonnier, où les semailles, l'entretien des champs et les récoltes rythment l'année. L'orge est la culture la plus cruciale, grâce à sa résistance au froid et à la sécheresse, ce qui la rend parfaitement adaptée au climat rude du Tibet. Au-delà d'être une source alimentaire principale, l'orge porte un sens culturel profond, dans la vie quotidienne comme dans les pratiques rituelles. Dans ces communautés agricoles, la structure familiale est fortement intergénérationnelle. Plusieurs générations vivent et travaillent sur les mêmes terres, partageant les tâches et transmettant le savoir agricole. Les fermes tibétaines traditionnelles sont généralement construites en pierre et en bois locaux, avec des murs épais et de petites fenêtres pour résister aux vents glacés et aux basses températures. À l'intérieur, des textiles colorés tissés à la main décorent les pièces, et un foyer central constitue le cœur de la vie familiale. Pourtant, les agriculteurs tibétains font désormais face à de nouvelles pressions. La modernisation et la mondialisation attirent de nombreux jeunes vers les zones urbaines pour étudier et travailler. Ce changement risque de perturber les modes de vie traditionnels et d'affaiblir la transmission de la sagesse agricole. Les évolutions politiques et économiques influencent également de façon directe la propriété des terres et les pratiques agricoles. Malgré tout, les agriculteurs tibétains continuent de s'adapter,
cherchant des moyens de survivre dans des conditions changeantes, tout en essayant de préserver leur identité culturelle. Les femmes jouent un rôle tout aussi vital. Elles travaillent au champ, gèrent le foyer et partagent les responsabilités dans la vie communautaire. Numéro 14. La vie en ville. Dans le Tibet rural, la vie quotidienne est façonnée par des conditions naturelles difficiles et par la nécessité constante d'assurer la survie de base. Le Tibet urbain, en revanche, offre une image très différente, surtout dans des villes comme Lhasa, Shigatse et Shamdo. Ici, d'anciens monastères et temples se dressent à côté d'infrastructures modernes, révélant la transformation rapide de la société tibétaine. Les habitants des villes exercent des métiers variés qui reflètent une économie en expansion. Le commerce reste important, mais il s'est développé grâce au transport et aux communications modernes. Avec un meilleur accès à l'éducation et à la technologie, de nombreux Tibétains urbains travaillent aujourd'hui dans l'hôtellerie, l'enseignement, les soins de santé et l'administration. Les jeunes générations s'orientent de plus en plus vers des carrières dans la technologie et les affaires, des domaines rarement présents dans la vie tibétaine traditionnelle. Les écoles de ville comme Lhasa suivent le programme scolaire chinois standard, complété par des cours de langue et de culture tibétaine. Ce système à 2 volets aide les jeunes Tibétains urbains à évoluer dans la société moderne tout en préservant leur identité culturelle. Des plats traditionnels comme les momos, le tukpa et le thé au beurre restent des incontournables, mais les centres urbains proposent désormais un large éventail de cuisines internationales. Restaurants et cafés accueillent à la fois les habitants et les visiteurs, en mêlant des saveurs chinoises, indiennes, népalaises, occidentales et tibétaines. Le tourisme façonne une grande partie de la vie urbaine, attirant des voyageurs du monde entier, venus découvrir la culture tibétaine et ses paysages spectaculaires. À mesure que les villes grandissent, les défis environnementaux, pollution, gestion des déchets et pression sur les ressources deviennent plus visibles. De nombreux Tibétains urbains s'engagent de plus en plus pour la protection de l'environnement et un mode de vie durable, afin de préserver leur cadre de vie. Numéro 15. Les sites emblématiques. Le Tibet abrite certains des sites les plus spectaculaires et culturellement les plus importants au monde. Notre voyage commence par l'iconique palais du Potala. Ce chef-d'œuvre architectural est bien plus qu'une merveille visuelle. Il constitue un symbole profond du bouddhisme tibétain. Sa silhouette imposante domine l'horizon de Lhasa, captivant les visiteurs par sa grandeur et sa puissance spirituelle. Tout près se dresse le temple du Jokang, un autre pilier fondamental de la foi tibétaine. Construit à l'origine pour abriter des statues du Bouddha offertes comme dot royal, le Jokang s'est développé au fil des siècles pour devenir un vaste ensemble de chapelles, de sanctuaires et de salles de prière, chacun imprégné d'une énergie spirituelle intense. Au cœur de Lhasa, la rue Barkor vibre d'une vie tibétaine animée. Plus qu'une simple artère centrale, elle constitue un circuit de pèlerinage majeur, résonnant des pas et des prières d'innombrables fidèles. En quittant l'effervescence du Barkor, un court trajet mène au paisible monastère de Sera, situé à la périphérie de Lhasa. Ce site historique compte parmi les grandes universités monastiques du Tibet, réputé pour son atmosphère érudite et contemplative. Depuis le calme intellectuel de Sera, nous nous dirigeons vers Norbulenka. Construit au XVIIIe siècle sous le 7e Dalai Lama, Norbulenka servit de palais d'été aux Dalai Lama successifs jusqu'en 1959. Ses jardins et ses salles historiques offrent un refuge paisible. Au-delà de Norbulenka s'étend le vaste monastère de Drepung, divisé en plusieurs collèges spécialisés dans diverses branches de la philosophie et de la pratique bouddhiste. Drepung rayonne à la fois par son érudition et sa spiritualité. Perché sur une colline de la vallée de Yarlung, le palais de Yumbulakang est considéré comme l'un des sites les plus anciens et les plus mystiques du Tibet. Beaucoup le tiennent pour le tout premier édifice du pays et le berceau de la civilisation tibétaine. En voyageant au sud-ouest de Lhasa, dans la vallée de Nyang, nous arrivons à Gyantse, une ville historique aux maisons tibétaines traditionnelles, aux rues pavées de pierre et aux marchés animés. Gyantse ressemble à un musée vivant, offrant un aperçu intime et authentique de la vie quotidienne tibétaine. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer.
N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.